Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce qu'une erreur? Les émotions ont-elles raison? Autant de questions posées aux enfants par le magazine Phileas et Autobulle, mais également par Bernard Paulet. Dans son émission, Les enfants nous parlent sur Canal C. À 3 jours des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, nous aussi, nous allons nous poser cette question. Est-ce que philosopher avec eux leur apporte un avenir citoyen meilleur? C'est ce que je vais demander à mes invités tout de suite. Bonjour à vous, Mélanie Olivier et Brice Droumard. Merci d'être là. Mélanie, vous êtes animatrice, formatrice au pôle philo, à Laïcité Brabant Wallon, c'est bien cela. Et Brice Droumard également, vous êtes animateur, formateur au pôle philo. Alors on va commencer cette émission par planter le décor tout d'abord. Et oui, un petit reportage, je parlais en entrée de jeu de Bernard Paulet et de son émission Les enfants nous parlent sur Canal C. Eh bien, on est allé le trouver, on est allé le voir et on va le remarquer, les enfants ont des réponses vraiment étonnantes. Est-ce que les adultes savent mieux que vous ce qui est bien ou est-ce que parfois vous savez mieux que les adultes ce qui est bien pour vous? Maxence? On sait plus ce qui est bien pour nous. Pourquoi tu penses ça? Parce que nous, par exemple, on sait ce qu'on aime manger, ce qu'on aime faire. Aujourd'hui, l'équipe de Canal C, emmenée par Bernard Paulet, le journaliste, présentateur et concepteur de l'émission Les enfants nous parlent, a décidé de cuisiner les élèves de 6e primaire de l'école communale de Bonine, en région namuroise. Pourquoi est-ce qu'on est vivant et qu'est-ce qui a fait qu'on est ici? Est-ce qu'on peut être heureux en sachant que à un moment ça va s'arrêter? On va mourir et ça sera fini. La thématique du jour était donc « À quoi ça sert la vie ?» Réponse sincère, personnelle et souvent très étonnante. C'est peut-être le sens de notre vie. J'ai dit que c'était comme si on était sur la case 1 et qu'on devait toujours avancer. Moi, ça, je n'y avais jamais pensé et c'est... Pour moi, oui, franchement... Justement, ça devrait nous pousser à être heureux. Je suis très souvent estomaqué par le niveau de réflexion. Ça me réjouit à plus d'un titre, ça me réjouit pour mon émission, ça me réjouit aussi concernant mon optimisme sur le monde. Je me dis, ouais, la relève est assurée, il y a des espèces de réincarnations de Bouddha comme ça qui apparaissent. Les gens, souvent, ils ne se posent pas ces questions-là, ils se disent, je m'en fiche un petit peu, je vis ma vie et puis c'est bon. Mais essayer de réfléchir parce qu'après on se pose des questions et ces questions-là, moi j'aimerais bien résoudre les questions et les énigmes. Il y a une vraie disposition, je pense, il y a une vraie curiosité de l'enfant qui n'est pas suffisamment sollicitée. Et son développement personnel passe par le développement de sa capacité à réfléchir sur le monde, me semble-t-il, pour aussi, par rapport à ce qu'il est et ce qu'il deviendra, c'est-à-dire un citoyen aussi. Et donc, c'est ce qui m'anime et c'est ce que j'expérimente réellement depuis 4 ans. Oui, il y a une vraie capacité chez l'enfant, chez certains plus que d'autres bien sûr, à pouvoir apporter un vrai regard neuf parfois et insolite aussi sur notre monde. Il y a aussi le sens que moi je donne à ma propre vie. Parfois, ça arrive que des enseignants, voire des parents me recontactent en me disant « vous nous avez fait découvrir notre enfant sous un jour que l'on ne connaissait pas ». Il y a une peur de l'exercice, mais en général, ils me disent tous qu'ils sont contents de l'avoir fait, mais que c'était dur. Mais ils sont contents de l'avoir fait.
Ce jeudi 7 novembre, nous nous retrouverons depuis l'école communale de Bonine pour philosopher sur une question super facile. À quoi ça sert à vivre? À quoi ça sert de vivre? À quoi ça rime tout ça? Qui sait? Moi? Ah bon? Ça sert à quoi? À rien. Ah ben voilà, ça commence bien. Voilà, une émission évidemment qui ne manque pas d'humour. Dès qu'il y a des enfants, ça peut devenir très sympa. Des images, et merci à Benjamin Grégoire. Alors, Bernard Paulet et Aline, qu'on voit aussi au début de ce petit sujet, qui est votre collègue, vous connaissez bien son travail. Ça fait 4 saisons, 4 années qu'il réalise cette émission. Il m'a même dit que vous l'aviez formé au pôle philo, parce que ce n'est pas facile et ce n'est pas courant de poser des questions et de faire philosopher les enfants. Mélanie? Oui, donc effectivement, il faut se former pour pouvoir pratiquer la philosophie avec les enfants. Et donc au pôle philo, on propose de former des animateurs, des enseignants pour amener le questionnement, pour amener l'argumentation et la conceptualisation chez les enfants. Parce que philosopher, ce n'est pas penser et ce n'est pas leur demander leur avis. Pourquoi ? C'est-à-dire que c'est demander un avis qui va être argumenté, de pouvoir évaluer aussi l'argumentation. Donc toute pensée n'est pas philosophique. Et l'animateur d'une discussion philosophique est là pour garantir que les compétences soient mobilisées et garantir une rigueur dans la pensée. Il me disait aussi, Bernard Paulet, qu'il s'inspirait beaucoup de la revue Phileas et Autobulle. On en reparlera en fin d'émission, on vous dira comment se la procurer. Parce que ce n'est pas le tout de choisir une thématique, il faut aussi pouvoir la décliner. Brice Droumard, comment décline-t-on une question qui semble philosophique ? C'est effectivement un des enjeux principaux de la pratique philosophique, c'est parvenir à partir d'un problème qui peut paraître être un problème finalement commun au quotidien, et parvenir à en dégager ce qu'il y a d'universel, ce qu'il y a finalement qui nous engage, et parvenir à faire en sorte qu'on ait une discussion philosophique argumentée avec des concepts qu'il soit possible de clarifier. Alors vous travaillez tous les deux, donc on l'a dit, au pôle philo de laïcité Brabant Wallon, mais vous avez vos spécificités. Quelles sont-elles, Brice? Alors moi j'ai commencé au pôle philo il y a une dizaine d'années, je travaillais exclusivement avec des adolescents au tout début, et puis petit à petit j'ai orienté ma pratique vers un travail avec des adultes, un public qu'on qualifie de fragilisé. Alors c'est toujours, je vais mettre ça entre guillemets, mais donc dans des structures d'enfermement par exemple, les prisons par exemple, la prison de Nivelles ou de Ytre. Et puis on a orienté tout doucement notre pratique vers non seulement l'international avec, Mélanie en parlera peut-être mieux que moi, avec les rencontres internationales de l'UNESCO en pratique philo, mais aussi pour ma part avec, entre autres, l'IFC comme formateur auprès de l'Institut de formation continue pour les profs, ou par exemple la Fondation Sève, donc on a orienté vers la formation. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré d'ailleurs Bernard, il y a quelques années, qui nous a contactés pour essayer d'ancrer sa pratique, qui était déjà balbutiante au début, mais enfin il avait déjà un petit peu commencé, c'était il y a 3-4 ans à peu près. Et donc, il nous a contactés pour ancrer sa pratique dans le champ de la philosophie. Et donc, justement, autour, qu'est-ce qu'une question philo, une question universelle, abstraite, qui nous concerne, etc. Et puis, lui donner peut-être quelques trucs et astuces pour faire en sorte de pouvoir mener une discussion sans tomber dans le carnaval d'opinion ou le café du commerce ou quelque chose qui serait parfois un petit peu plus léger. Garder cette rigueur. Parce que finalement, philosopher, c'est aussi donner de la rigueur au contenu de la pensée, même si on n'est pas dans l'optique de transmettre un contenu de manière verticale. Il s'agit quand même de pouvoir clarifier une pensée et donc effectivement pouvoir poser une argumentation, pouvoir formuler un problème et dans une optique de co-construction. Donc aussi toute la démarche dialogique, de rencontre de l'autre par la pensée, etc. Voilà. Parce que philosopher n'est pas philosophe qui veut, mais philosopher n'est pas réservé qu'à une certaine couche ou on va dire de population d'intellectuels ou de professeurs. Non, tout le monde peut philosopher du moment qu'on ait les outils. Je pense qu'il est important de distinguer la philosophie telle qu'elle est pratiquée dans l'académie au sein des universités, qui est un rapport au savoir de transmission verticale avec des modalités de retransmission finalement d'un contenu, avec la pratique philosophique qui, elle, se veut plutôt de l'ordre de la méthode, qui ne fait pas nécessairement l'économie du contenu, mais ne poursuit pas des objectifs de contenu prédéterminés. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que tout le monde philosophe un petit peu tous les jours, à son niveau, à son échelle. Pour prendre une image assez simple, on coupe tous une tarte en 4, on n'est pas mathématicien. Mais on pratique les mathématiques pour couper la tarte en 4. Oui. Alors l'image peut paraître un peu triviale, mais finalement on se pose tous des questions philosophiques. L'intérêt de la pratique philosophique, c'est de se donner, c'est de s'outiller finalement, de se donner les moyens, les habiletés de pensée, les processus cognitifs, l'identification des croyances, des présupposés, pour parvenir à clarifier
ce qui se joue parfois de moi lorsque je pense. Est-ce que ça fait longtemps qu'on a sorti justement la philo des académies? Depuis combien d'années propose-t-on la philo à différents publics, notamment des enfants? C'est une question compliquée parce que finalement la philosophie se pratiquait dans l'agora au temps des Grecs. Donc peut-être qu'elle est revenue dans l'agora un petit peu plus. Alors on parle déjà avec Marc Sautet des cafés philo à la française. Maintenant, le grand théoricien qui a, je vais dire, posé une nomenclature spécifique aux pratiques philosophiques, c'est Matthew Lipman dans les années 70. Donc dans les années 70, Amérique du Nord, Québec, qui est d'ailleurs très active encore en pratique philo, il s'est rendu compte que les élèves qui arrivaient dans le supérieur avaient des problèmes de logique, d'argumentation, qu'ils ne comprenaient pas toujours les problèmes qu'on leur posait. Et donc il s'est dit, il faut absolument qu'on trouve un moyen, une méthode pour parvenir à faire en sorte que ces élèves acquièrent les bases de logique et d'argumentation pour s'investir, on parlait d'émancipation citoyenne, mais aussi ne fût-ce que dans les études. Pour mieux apprendre, finalement. Et donc, effectivement, il y a cette idée d'apprendre à apprendre quelque part, mais d'apprendre à penser par soi-même aussi. Je pense que c'est là qui est peut-être la spécificité de la pratique philo, c'est la volonté d'autonomiser l'individu dans ses pratiques, et dans ses pratiques réflexives et dialogiques essentiellement. Mélanie, Olivier, voilà, responsabiliser les enfants aussi. À quoi ça sert de philosopher avec les enfants? Est-ce qu'on leur offre un meilleur avenir citoyen? Plus tôt on commence, mieux c'est? Oui, je pense que ça va amener une liberté dans une liberté de penser, de pouvoir poser un cadre dans lequel on ne va pas forcément chercher à être tous d'accord, mais que les désaccords puissent se dire avec sérénité. Je pense que c'est s'outiller pour prendre une place meilleure dans le monde et pouvoir aussi voir parfois les problèmes différemment, voir le monde différemment. Je pense que ça permet par moments de sortir de certaines choses qui pourraient paraître des impasses. Est-ce que vous vous occupez principalement donc de philo avec les enfants, mais pas que? Alors je travaille, oui, principalement avec les enfants du primaire. Et moi, je me suis spécialisée dans les liens avec la pratique artistique. Donc l'idée, c'est de développer une pensée critique, mais également une pensée créative, donc d'avoir une pensée complexe en mêlant les deux pratiques. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va... On fait des ateliers, vous rencontrez dans les écoles les enfants, vous les recevez au pôle philo, comment ça se passe? Alors c'est plutôt sur la demande, donc moi je me déplace vers eux, donc je vais dans les institutions, donc ça peut être les écoles, mais je travaille aussi beaucoup avec les musées, les centres culturels, les centres de créativité. Donc tous ces lieux où finalement on peut s'interroger sur le monde qui nous entoure à travers aussi l'art, l'histoire de l'art et la pratique artistique. La demande est de plus en plus forte, on réalise ça ces dernières années? Le projet que je mène en philo et art, ça fait déjà plus de 10 ans et la demande ne faiblit pas, en tout cas, elle ne fait qu'aller en augmentant. Brice nous parlait d'une chaire UNESCO, dites-nous quelques mots, qu'est-ce que c'est exactement? Donc le Laïcité Brabant Wallon, le pôle philo, est partenaire de cette chaire UNESCO. C'est la première chaire consacrée à la pratique de la philosophie pour enfants. Elle a pour objectifs principaux davantage développer la recherche sur les pratiques philosophiques, mais aussi de réseauter les praticiens qui étaient déjà sur le terrain, mais qu'on ne se connaît pas forcément entre nous. On ne sait pas toujours ce qui se fait dans les autres pays de la francophonie. Donc l'idée, c'est de créer un réseau et de pouvoir s'outiller au mieux, de faire de la formation. Donc il y a eu la naissance d'un diplôme universitaire à travers cette chaire, donc, qui est portée par l'Université de Nantes. Et alors, il y a aussi toute une série d'animations qui permettent un échange entre les enfants de différents pays, principalement dans l'axe nord-sud aussi. Vous parlez de francophonie. Est-ce que c'est typique de la francophonie de philosopher? Est-ce que voilà, le siècle des Lumières, les droits de l'homme à la française? Ou est-ce que dans d'autres sociétés, cela se fait aussi, notamment anglo-saxonne ou latino-américaine? Dans le monde anglo-saxon, la pratique de la philosophie a un fort déploiement aussi. Parfois avec d'autres méthodologies, d'autres courants qui ont été davantage utilisés. Mais ça se fait aussi beaucoup dans le monde anglo-saxon. Je connais moins ce qui se fait ailleurs. Vous le savez, vous, Brice Droumard? Je ne peux rien rajouter par rapport à ce qu'elle vient de dire. Simplement, peut-être, dire que la philosophie, finalement, elle se pratique presque au quotidien. Donc peut-être qu'elle n'est pas théorisée par des grands théoriciens qui auraient pondu un corpus autour de ce que serait la pratique philosophique. Mais on voit, Matthew Lipman, ça vient effectivement de l'Amérique du Nord. Donc effectivement, en Europe, on a eu
En France, il y a une sorte de tradition du café philosophique, de la discussion philosophique. Alors effectivement, on a un auteur comme Michel Tozzi, actuellement à l'Université de Montpellier, qui formalise beaucoup et qui réfléchit beaucoup sur la pratique. Maintenant, vous dire ce qui se passe en Asie, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'effectivement, il y a déjà le barrage de la langue, qui fait que voilà, on est plus proche. Donc je ne pourrais pas vraiment répondre à la question pour ce qui se passe ailleurs que le continent nord-américain, l'Angleterre, Belgique, Allemagne, France. Là, dans ces eaux-là, effectivement, il y a un fort déploiement. Mélanie, est-ce que, comme le disait Bernard Paulet, qui était surpris, enfin lui en tout cas, ça renforçait son optimisme par rapport à la vie, est-ce que vous, qu'est-ce qui vous touche lorsque vous pratiquez comme ça des ateliers philo avec les enfants? Moi, ce qui me touche, mais ça a été dit dans le reportage aussi avec Bernard Paulet, c'est cette joie qu'ils ont à penser, malgré la difficulté qu'il y a. Un atelier philo, ça demande un effort, ce n'est pas quelque chose qui est facile, ni comme animateur, ni comme participant. Et de malgré tout les voir vraiment prendre du plaisir à développer leur pensée, à écouter l'argument des autres, de voir un enfant qui a une nouvelle idée, de le voir parfois se marquer sur son visage. Tiens, je n'ai jamais pensé à ça. Moi, c'est une des choses qui fait que j'aime ce métier. Les enfants sont spontanés, dit-on souvent, et les ados, vous, Brice Droumaert, qu'est-ce que ça vous apporte de philosopher avec les ados? C'est peut-être un peu plus... Ce qui est intéressant, c'est de voir avec le temps, alors c'est peut-être un présupposé de ma part, mais c'est corroboré quand même par l'expérience que j'ai, c'est de voir qu'avec le temps, finalement, il y a tout un système de croyances qui s'ancre de plus en plus, qui se structure entre elles, et on se rend compte qu'il est parfois plus facile de philosopher avec des enfants. J'ai quelques petites expériences avec les enfants ou l'intergénérationnel, où effectivement, on voit les parents complètement étonnés, mais enfin, je ne pensais pas que c'était possible. Et donc, avec les ados, il y a des problèmes qui sont autres. On a moins de spontanéité, il y a les rapports parfois de force, etc., entre eux. C'est le peur du regard de la copine, etc., à côté. Mais par contre, il y a aussi cet enthousiasme, cet étonnement, cette posture, finalement, qui est prise assez rapidement et assez facilement par les ados, de se dire, ben tiens, moi aussi, finalement, je peux penser. Et finalement, ce que je pense n'a pas moins de sens que ce qu'un adulte pourrait penser, puisque finalement, on est là pour déconstruire des vérités, leur redonner leur statut d'opinion et faire en sorte de co-construire ensemble. Donc c'est très valorisant, mais je sens que plus l'âge passe, plus finalement on sent qu'on est un petit peu pétri d'évidence et qu'il faut aller chercher la personne pour déconstruire. Vous sentez ceux qui ont eu peut-être de la philo plus jeunes dans ceux que vous rencontrez? Oui. Ça ouvre à quelque chose? Oui, mais c'est parfois un frein, étrangement, parce que alors tout dépend quel type de philo ils ont eu. Ceux qui ont eu des cours de philo classiques avec un prof qui transmettait comme ça Kant a dit que, Hegel a dit que, etc. Il y a une lourdeur dans le propos, il y a l'argument d'autorité qui arrive assez rapidement. Par contre, les personnes qui ont eu l'occasion, mais parfois juste dans le cercle familial, de pratiquer des discussions plus ouvertes, mais quand même avec la rigueur de l'argument, la volonté de rechercher ensemble, ben on se rend compte effectivement qu'ils ont plus de facilité. Et je pense d'ailleurs que la philosophie peut être une discipline transversale dans les compétences qu'elle permet d'acquérir. Par exemple, jusqu'au cours de gymnastique, on a des profs de gym qui viennent se former aux pratiques philo pour comprendre comment ça fonctionne, les règles du basket, etc. Donc. À l'école, on lit souvent citoyenneté et philosophie, notamment dans les cours de CPC, comme on les appelle. Est-ce que forcément philosopher, ça fait un bon citoyen? Est-ce qu'un bon citoyen doit philosopher? Pourquoi est-ce qu'on les a liés finalement? Vous me posez une colle. C'est une bonne question. Vous n'arrêtez pas de poser des colles aux enfants, alors pour une fois que vous êtes sur le grill, vous c'est une colle à double titre, parce que c'est quand même un projet qui est porté par la laïcité instituée. Je travaille pour la laïcité instituée. Je ne suis pas nécessairement informé des tenants et des aboutissants politiques et de l'avancement du projet, etc. Par contre, ce que je peux constater sur le terrain, c'est qu'effectivement, la pratique philosophique permet une émancipation citoyenne par une prise d'assurance, ne fût-ce que dans la prise de parole en groupe. On peut se réinvestir aussi d'une pensée citoyenne dans le sens où on peut problématiser une situation, on peut formuler un argument, on peut dégager un concept, essayer de le mettre en contraste avec un autre concept, se dire tiens, il y a une nuance, il y a du semblable, il y a du dissemblable, je peux donner un exemple, un contre-exemple, et donc mobiliser des habiletés de pensée, des processus cognitifs qui finalement participent à une démocratie dialogique où il est possible de rencontrer l'autre dans sa différence par le discours, simplement. Donc oui. En tout cas, je l'espère. Clairement. Ça les rend acteurs de leur pensée aussi. Ça les met vraiment dans ne plus être passivement en train de recevoir du contenu, mais dans ce qui m'est donné, qu'est-ce qui est en jeu, quel est le problème et comment je peux rebondir sur ce qui m'est donné. Et je pense qu'en ça fait
En tout cas, on a l'espoir d'en faire de meilleurs citoyens. Quand vous faites des ateliers philo, c'est en complément avec ces cours de philosophie et citoyenneté? Eux, le raccrochent à ça, par exemple, en 6e primaire? Dans les écoles, les deux. donc, le cours de philosophie et de citoyenneté, c'est de la 1e à la 6e primaire. Nous, on intervient parfois dans les hautes écoles pour former les enseignants de ce cours-là. Et donc, il peut m'arriver d'avoir des demandes de ces enseignants pour intervenir dans leur cours. Comment est-ce qu'on forme un enseignant à la philosophie, puisque c'est lui qui va transmettre, comme le disait Bernard, c'est pas évident de pouvoir poser les questions. Est-ce qu'il y a un présupposé, est-ce qu'il y a quand même une envie, je dirais un feeling par rapport à la philo chez certains plus que d'autres? Il y a quelque chose sur lequel moi j'insiste beaucoup au tout début des formations que je peux donner, qui sont sur un modèle de 2 jours, de 3 jours ou de 5 jours avec plus ou moins de pratique. C'est ce que j'ai appelé, alors je n'ai rien inventé, mais c'est l'identification des croyances. Je pense que pour parvenir à être un bon animateur philo, évidemment il y a des compétences que je vais qualifier de techniques ou de logiques, mais je pense qu'il y a effectivement une compétence qui est difficile à acquérir parce que les sociétés dans lesquelles on vit ne permettent plus finalement de travailler cette compétence-là, c'est identifier ses propres croyances. Parvenir à identifier ses croyances, c'est déjà se mettre soi-même dans une position où je suis susceptible de me prêter au risque. Qu'est-ce que vous appelez croyance? Alors ce que j'appelle croyance, c'est toutes ces présupposés, toutes ces évidences, tous ces préjugés, donc c'est un terme un peu générique, un peu fourre-tout, qui finalement sont structurés par l'éducation, par les médias, par les évidences que je me suis construites moi-même parce qu'elles m'étaient utiles. Et donc, c'est parvenir à se dire, finalement, le bouquin que vous avez sous les yeux, c'est peut-être pas si évident que ça. Qu'est-ce qui fait qu'un bouquin est un bouquin? Voilà. Et donc, parvenir à se dire, quel est le cortège de concepts qui suit comme ça toute affirmation que je peux poser? Il faut une grosse dose d'envie de remise en question quand même. Alors je pense effectivement qu'il faut être motivé et puis il faut parvenir à se dire, partant du principe que toute affirmation est toujours une affirmation qui est la conclusion d'un raisonnement qu'on n'a pas tenu. À partir du moment où on se dit... Répétez ça, calmement. Si on part de l'affirmation... Ça m'a l'air intéressant. Partons de l'affirmation que toute affirmation que l'on pose ou assertion que l'on pose, donc en réponse à une question par exemple, est en fait la conclusion d'un raisonnement qui n'a pas été tenu. Donc par exemple, si je vous demande qu'est-ce que la liberté, vous me répondrez ce que vous voulez, par exemple l'absence de contraintes. Moi, la question que je vais poser, c'est essayer d'identifier par le pourquoi, le donc, qu'est-ce que ça implique, des exemples, des contre-exemples, essayer de trouver finalement quelles sont les implications de ce raisonnement, qu'est-ce qui en découle, mais surtout ce qui vient avant. C'est d'où vient votre idée? C'est ça que j'appelle l'identification des croyances. Mettons un donc devant toutes les affirmations que les gens pensent et interrogeons le raisonnement qui est avant la conclusion qui est donnée. Si vous me dites que la liberté, c'est l'absence de croyance, donc vous pensez que la liberté, c'est l'absence de croyance. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Et donc là, derrière, on va aller chercher finalement des mécanismes parfois inconscients qui font que l'on pense comme on pense. Et là, on est dans le développement d'une pensée plus créative, d'une pensée plus critique. Et en ça aussi, ça participe à une forme d'engagement finalement sociétal, citoyen, d'émancipation. Alors, c'est pas donné à tout le monde. Il y a quand même des steps, des stades différents entre l'enfant, l'adolescent, l'adulte. J'imagine que les prérequis ne sont pas les mêmes. Où vous faites philosopher les enfants sur des questions aussi profondes que la vie, l'amour, Dieu ou l'argent, chez les petits aussi. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de limite. Non, et en plus, on est dans des méthodes où, dans la plupart des cas, on va partir des questions des enfants. Donc, ce n'est pas nous qui allons imposer non plus nos questionnements. On part de leurs questions. Donc, forcément, on va se mettre à leur niveau et on va partir de leur intérêt. Mais c'est assez marquant de voir qu'en fait, les questions qui se posent sont les mêmes que nous, on se pose en tant qu'adultes. Dans le petit reportage, Chloé nous disait qu'il lui semblait que les adultes ne se posaient pas assez de questions et que visiblement, ou alors les adultes ne parlent pas assez aux enfants. Est-ce que vous avez des retours, vous, des ados ou des enfants qui vous disent j'en ai parlé à la maison et ça nous a ouvert des portes, on en a discuté avec les parents. C'est parfois une clé aussi à la discussion familiale? Ça peut. Après, j'ai aussi l'effet inverse de dire qu'ils aiment garder ça pour eux, d'avoir un temps pour eux, pour penser aussi pour eux et de ne pas venir forcément remettre les parents. Mais ça pourrait, et je pense que la revue Phileas et Autobulle, elle est là aussi pour faire le lien avec la famille. Phileas et Autobulle, oui. C'est intéressant quand on propose une pratique philo, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un espace-temps qui est finalement bienveillant, cadré,
où l'échange est possible, où la rencontre est possible. Et donc, ce n'est pas toujours possible dans des sociétés où, effectivement, dans un rapport plus rapide, l'immédiateté de l'information, le Facebook, etc. Ici, on prend le temps, finalement. On se met autour d'une table, il y a un dispositif qui est proposé, il y a un animateur qui va cadrer, et puis on vient avec une thématique et on leur demande ce qu'eux en pensent. Et donc, parfois, ils n'ont pas toujours l'habitude qu'on leur demande ce qu'ils en pensent. Or, les adultes, ils ont l'habitude de prendre ce qu'ils pensent pour vérité et de le transmettre comme ça. Donc, les enfants, on passe ce frein-là. Et donc, oui, je pense qu'effectivement, d'abord, ouvrir des espaces-temps de dialogue. Ça, c'est intéressant, d'ouvrir l'espace-temps du dialogue avec l'enfant. Il y a 20-30 ans, on le faisait moins. C'était plus, comment dire, sectorisé, l'adulte, l'enfant. Aujourd'hui, on s'ouvre plus, vous le sentez? L'enseignant est descendu de son estrade. Moi, effectivement, à l'école, j'avais encore un enseignant qui était sur son estrade. Maintenant, nombre de classes ne sont plus en rang d'oignon. L'enseignant circule au sein des élèves. Et effectivement, on part du questionnement des élèves pour parvenir à construire sa matière, construire ce qu'il va chercher à transmettre. Ça change le rapport au savoir et donc ça change aussi la posture de l'enseignant quand il doit animer des ateliers philo. Donc il y a plus d'animation, mais en même temps, il faut bien qu'il redescende vers l'enfant. Et certains n'ont peut-être pas envie de le faire. C'est de la co-construction et l'enseignant est pris aussi dans ce dispositif de co-construction. Il y a plus d'énergie à donner. Oui, on est dans une autre... C'est pas toujours facile pour l'enseignant d'avoir une double casquette comme ça, d'être responsable de la transmission d'un contenu et en même temps d'être garant d'un programme, cohérent ou pas, ça on pourra en reparler aussi, et puis de changer de casquette pour parvenir à faire en sorte que l'enfant pense par lui-même. Donc se servir du contenu pour nourrir une réflexion qui soit personnelle, autonome, etc., c'est effectivement parvenir à jongler avec des casquettes différentes. Je pense que le rôle de l'enseignant a beaucoup changé. Attention, je parle, attention, là je vous écoute. Oui, c'est peut-être pas toujours évident. Je voudrais, on va terminer cette émission, ça passe vite. Un mot de Philès et Autobulle. Depuis quand existe la revue? À qui est-elle adressée et comment peut-on se la procurer? Donc, ça fait presque 12 ans, si je ne me trompe pas, que la revue existe. C'est une revue à destination des enfants entre 8 et 13 ans. Cette tranche d'âge-là, elle est vue quand on parle de lecture autonome, donc l'enfant est seul avec la revue. Après, pour des animateurs ou des enseignants, vous pouvez l'utiliser avec des plus petits ou des plus âgés. Et vous pouvez vous la procurer sur le site internet de la revue philiaseautobule.be. philiaseautobule.be, le dernier numéro, c'est « Qu'est-ce qu'une erreur ?» Il est intéressant de signaler qu'elle est accompagnée d'un dossier pédagogique. Ah, voilà. Je pense que aussi, les parents peuvent télécharger. Il est téléchargeable en ligne. Et donc ça, c'est intéressant parce que du coup, on peut se servir de la revue et de son contenu pour parvenir à entretenir un dialogue critique avec le lecteur, le jeune lecteur. Ceci dit, moi, je la lis, donc il n'y a pas besoin d'être forcément très jeune. Et vous apprenez encore des choses. C'est vous qui la faites en même temps. Pas tout à fait, non. Je regarde de loin ce que mes collègues font brillamment. Oh là là, compliment, Mélanie. Un livre, Mélanie, que vous nous conseillez également, c'est quoi et où peut-on le trouver? C'est une coédition entre Philias et Autobulle et les musées royaux des Beaux-Arts. Donc c'est un livre qui va parcourir les collections des musées royaux avec un fil conducteur qui est cette interrogation philosophique, mais aussi des informations sur l'artiste ou sur l'œuvre en question. Donc c'est par thème, et par thème, il y a 3 œuvres qui sont exploitées. Très bien, merci à vous deux. Un dernier mot rapide aussi, puisqu'on parlait d'ados. Nous sommes à quelques jours donc, des 30 ans de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Eh bien, le 20 novembre, il y aura une rencontre inédite parents-ados. Balance tes darons, j'adore le titre, au Théâtre de Poche, suite à la représentation du spectacle Le Chant de bataille, adapté du roman de Jérôme Collin, où là, on donnera la parole aux jeunes. Il y aura en présence des jeunes pour répondre justement à leurs questionnements. Bernard De Vos, le délégué aux droits de l'enfant, et Vince, animateur radio de chez Tarmac. Donc voilà, Théâtre de Poche, Chant de bataille, le 20 novembre. Merci à vous d'avoir été là. J'espère qu'on va encore philosopher et de plus en plus. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre questionnement laïque, par exemple. À très bientôt.